Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Après avoir parlé d'un match historique de Ligue des Champions hier, on se penche à nouveau sur le Barça aujourd'hui, cette fois pour retracer les origines de la carrière de Léo Messi. C'est parti. Alors l'histoire la plus connue, et celle que vous avez peut-être déjà entendue, c'est celle de Carles Reixac, alias Charlie, qui a passé toute sa vie à Barcelone. Né dans le même quartier que le Camp Nou, formé au club, joueur d'un seul club, où il a disputé 16 saisons de haut rang, Pichichi 1971, notamment partenaire de Cruyff, et puis entraîneur, d'abord des catégories de jeunes, ensuite de l'équipe première par intérim, avant d'être remplacé par Van Gaal en 2002, Son histoire, donc, c'est la suivante. En septembre 2000, José María Minguella, un agent influent qui peut se targuer d'avoir amené Maradona, Stoichkov ou Romario au Barça, reçoit dans sa boîte aux lettres la cassette d'un jeune Argentin de 13 ans et conseille à Reixac, qui passe à ce moment-là par Buenos Aires, d'aller l'observer. Alors, évidemment, Messi est phénoménal. Reixac lui propose un essai de 2 semaines à Barcelone qui est sportivement immédiatement concluant, mais les discussions s'enlisent. La famille de Messi, notamment son père qui est venu en Espagne, s'impatiente, menace d'aller voir ailleurs. Alors, dans le restaurant du club de tennis de Pompeia, Carles Reixac demande une serviette et un stylo, signe un pré-contrat qui sera validé le lendemain. La première pierre est posée, la belle histoire peut démarrer. Mais en réalité, au-delà de cette anecdote, les choses sont bien plus complexes et pour le comprendre, il faut un peu de contexte. Alors en 2000, le Barça est très mal en point, vient de perdre Luis Figo qui rallie l'ennemi juré, sort d'une année sans le moindre titre et n'en gagnera plus avant 5 saisons, passera même les 3 prochaines en dehors du podium. C'est la crise à tous les étages. Et donc, la gestion d'un adolescent est loin d'être une priorité, surtout à une époque où on accorde beaucoup moins d'importance aux potentielles pépites qu'aujourd'hui, surtout quand ce gamin de 13 ans a besoin d'un suivi médical coûteux, les fameuses hormones de croissance, surtout quand sa famille doit être logée, que son père demande un métier, surtout quand, à cause de soucis administratifs avec son ancien club, Newell's, Messi ne peut jouer que des matchs amicaux ou des matchs du championnat catalan. Donc à plusieurs reprises, la direction du Barça évoquera l'idée de couper totalement les frais, de le renvoyer en Argentine, à minima de baisser son salaire en 2001, donc à 14 ans, à l'époque il touche 600 000 € par saison, et le nouveau directeur général, Javier Pérez Fargay, veut le diviser par 5, finalement, et en bonne partie grâce à la pression du Real Madrid et de Jorge Valdano, qui se montre prêt à proposer un contrat à Messi si les discussions avec le Barça échouent. Les choses rentrent dans l'ordre, le 15 février 2002, la FIFA tranche, et la belle histoire peut vraiment démarrer. Mais, encore une fois, en ce qui nous concerne, on n'en a peut-être pas tout à fait fini, et la réalité c'est que l'histoire de qui a trouvé Messi est presque indéchiffrable parce qu'elle mêle trop d'intérêts divergents. Dans un club aussi politique que le Barça, où les directions successives visent la réélection par les socios, il faut être du bon côté de l'histoire. Et entre celle de Reixac, qui souhaitait initialement être candidat en 2010 et qui intégrera finalement l'équipe de Sandro Rosell, entre celle de Laporta, qui selon plusieurs sources s'opposait fermement au recrutement d'un si jeune joueur, entre celle de Gaspart, celle de Minguella, celle de La Cueva, celle de Francisco Closa, c'est pas facile de distinguer la vérité. Alors à mes yeux, ça souligne plusieurs choses. Déjà, je dirais la difficulté d'avoir une perspective ou une vision de long terme dans un environnement qui est aussi politique et aussi concerné par sa propre survie. Aujourd'hui encore, si on devait faire un tableau des forces et des faiblesses du Barça, je pense que son cadre institutionnel, sa direction, irait plutôt dans la deuxième catégorie. Quand le Barça réussit, il réussit souvent en dépit de son président, pas nécessairement grâce à lui. Là, ils n'ont pas été si loin de laisser filer Messi au Real Madrid, ou au Milan AC apparemment, qui était très intéressé aussi. Donc voilà, ça souligne ce point-là, ça souligne aussi logiquement l'importance des décisions prises là-haut. C'est quand même tout le destin d'un club qui bascule sur ce transfert, sur le transfert d'un jeune adolescent, donc c'est notable. Enfin, je dirais que ce que ça souligne et ce que ça met en valeur, c'est quand même le génie évident de Messi, même dans un contexte extrêmement défavorable, même à une époque où ce genre de choses se faisait pas, ou très peu, il avait juste trop de talent pour ne pas percer. En tout cas, voilà les amis, j'espère que cette courte analyse vous aura plu. On boucle aujourd'hui une semaine complète d'analyse quotidienne, 7 épisodes, et franchement, j'ai adoré les produire, c'était génial, donc si ça vous va, je pense qu'on va enchaîner sur une deuxième semaine. Je prendrai peut-être un petit jour de pause dans le lot, mais si c'est le cas, je vous préviendrai sur Twitter. Alors, quoi qu'il en soit, si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide, et si vous voulez soutenir la chaîne au max, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément, vraiment.
Donc de notre côté, on se dit à demain pour l'analyse numéro 8. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée et puis prenez soin de vous, surtout. Bisous.